Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous, excellente matinée en notre compagnie. Bien sûr, nous serons ensemble jusqu'à 10h du matin avec les rubriques habituelles du mercredi matin. Nous sommes donc le mercredi 3 février, nous serons ensemble et nous allons parler environnement avec notre invité et surtout Hamid Belkacem qui reviendra comme chaque mercredi matin sur une thématique. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des zones humides, ça c'est célébré tous les 2 février et nous allons bien sûr en parler avec nos différentes zones humides ici en Algérie, faire un gros plan sur ces zones humides, dans quel état elles sont, est-ce que c'est bien sûr en bon état ou alors il faut tirer la sonnette d'alarme. C'est Hamid Belkacem qui nous en dira un peu plus tout à l'heure. Nous aurons également à revenir sur la journée mondiale du cancer. C'est bien sûr célébré chaque 3 février. Nous en parlerons avec une professeure en oncologie et elle sera là pour nous parler du cancer de la tête et du cou. C'est des cancers assez rares, mais en tout cas, il faut vraiment s'y intéresser. Nous allons en savoir un peu plus sur les pathologies, sur ces pathologies et surtout comment doit-on être alerté. Ces signes qu'il faut bien sûr tout de suite reconnaître. Elle sera là pour nous en parler. Eh bien, et nous aurons Aïda Mchri justement à ce sujet. Elle viendra sur notre plateau avec la professeure en oncologie pour nous parler donc comment prévenir surtout et comment annoncer un diagnostic aussi lourd à des patients. Elle sera là pour en parler en détail. Nassiba Jaïdir dans la rubrique Mosaïque sera également parmi nous. Elle fera une belle exposition. Elle nous parlera d'une belle exposition qui s'est déroulée il y a quelques jours et surtout pour rendre hommage au lauréat du prix Ali Maachi au niveau de Dar Abdel Latif. Une très belle exposition à découvrir absolument et elle sera là pour nous en parler. Et puis on terminera l'émission avec un grand homme qui a marqué bien sûr l'État algérien, qui a marqué aussi bien sûr de par sa plume, de par sa diplomatie, c'est l'Emir Abdelkader. Bien sûr, nous y reviendrons avec la secrétaire générale de la Fondation l'Emir Abdelkader sur la 2e Moubaya'a. Voilà, c'est toute l'actualité qu'on a à vous présenter. J'espère que vous allez passer un beau moment en notre compagnie et en compagnie d'Amal Haribi dans un tout petit moment. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Elle est en forme, Amel, comme toujours. Et puis, je la fais rire. Ben, c'est bien. Tant mieux si... C'était bien parti vers la fin. Comment ça va, Amel? Ça va, merci, Bonjour. Amel. Bonjour. Alors, le temps, il paraît qu'il va faire chaud. On se croirait au printemps. On va aller à la plage, alors. Exactement. Ben, tant mieux, alors. Oui, pour les uns. Ouais. Bon, non. Ouais. C'est pas les écologistes qui seront contents, ni les agriculteurs d'ailleurs. Exactement, non. Il faut qu'il pleuve encore. Oui. On en a besoin, on a tout l'été pour en profiter. On espère la semaine prochaine. Inch'Allah. On va voir. On vous écoute. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil pour aujourd'hui. Eh bien, on aura un ciel partiellement voilé sur les régions de l'ouest et le centre, des nuages bien sûr de type élevé et sans conséquence. À l'est, rien à signaler, le soleil va prédominer. La moitié sud, excepté quelques voiles sur le sud-ouest et tout au long des frontières algéro-maliennes. Eh bien, le temps restera dégagé sur le Sahara central, le Nord-Sahara, les Oasis, le Sahara oriental, le Égard et le Tassili. Et à noter des solames de sable vers l'extrême sud et quelques particules de sable en suspension sur les hauts plateaux de l'ouest. Les températures, quant à elles, eh bien, elles vont hausser sensiblement, mais plus vers l'ouest, les régions côtières et intérieures. Le maximum 26 degrés du côté d'Oran et Tlemcen, 25 à Rodizane, 22 à Alger, 23 à Tizi Ouzou à Naba, 21 à Constantine, 22 degrés à Batna, 23 à Djelfa, 20 degrés à Al-Biyad. Au sud, eh bien, on lèvera 25 du côté de Biskra, Béchar, Ilizi, Tamanrasset et Janet, 28 à Drarin Salah et le maximum cette fois-ci à Tindouf, Bordjouj Mourtar, Ingzan avec 31 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt calme, un peu agitée sur les côtes ouest et centre, peu agitée sur les côtes est. Les vents souffleront entre 10 et 20 km/h sur les côtes ouest et centre et 20 à 30 km/h sur les côtes est de secteur sud-ouest.
l'ouest. On va faire un petit tour cette fois-ci vers l'Afrique du Sud où le ciel restera partiellement nuageux. À Bangui, également Nairobi, Windhoek. Un beau soleil par contre à Abuja, Addis Abeba, Le Cap. Des pluies attendues à Lusaka, Antananarivo, Abidjan. Le mercure affichera 26 degrés à Addis Abeba, 28 à Nairobi et Antananarivo, 24 Lusaka, 34 à Kinshasa en passant par les 37 degrés le maximum à Abuja et Bangui. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, merci beaucoup Amel. C'est moi qui vous remercie. À tout à l'heure, midi et 19h, bien sûr, Inch'Allah. votre bulletin météo. Eh bien, infos. on va pas commencer comme d'habitude avec une chanson. Cette Avec fois-ci, on va plaisir. commencer avec un reportage. Vous le savez que les zones humides sont très importantes pour un équilibre de l'écosystème. L'écosystème, ouais. C'est très important aussi pour les oiseaux migrateurs. alimentaire. Voilà, la chaîne alimentaire. On va en parler, bien sûr, avec Hamid Belkacem. Mais avant, on vous invite justement, et on invite les téléspectateurs à suivre ce beau reportage. C'est un lac qui s'appelle Chebchaba et qui se trouve dans la wilaya de Skikda. Il recèle pas moins de 230 espèces d'oiseaux qui, bien sûr, passent régulièrement par ce biotope, qui est un biotope très, très important pour la survie des espèces. Eh bien, il y a donc une association qui s'est mobilisée et organise des visites, surtout donc de pédagogie, pour informer la population et surtout pour mieux comprendre l'importance de ces zones humides. Regardez, c'est un reportage signé Nesrine Ben Saïdi. Classée depuis 2001 zone humide d'importance internationale dans le cadre de la Convention de Ramsar, le lac Chebcheba à Skikda est un espace naturel s'étendant sur plus de 42 hectares. Ce lieu dispose de 234 espèces de plantes. Il faut préserver ce lac, ne pas le polluer en jetant les déchets. Le citoyen doit adopter un comportement civique. Les associations seules ne peuvent rien faire. Il faut que tous les citoyens participent à la protection de ces zones. Cette zone offre à longueur d'année un habitat idéal pour quelques 230 espèces d'oiseaux, dont 140 d'entre elles vivant exclusivement près de plans d'eau et 42 espèces aviphones rares comme le flamant rose ou encore la huppe ou l'albatros. Il faut sensibiliser les citoyens et faire connaître aux enfants l'importance des zones humides et le rôle capital qu'elle a dans la nature. Ce lac est classé zone humide depuis 2001. C'est un endroit qui a une grande importance écologique. Le lac Chebcheba est une zone humide d'une grande importance, notamment pour les oiseaux migrateurs. Ce site dispose d'un centre d'éducation et de sensibilisation du public. Voilà, et une grande sensibilisation au public, c'est très important. Eh bien, c'est pas Hamid qui va nous dire le contraire, lui qui s'intéresse à notre environnement, à la nature plus précisément. Hamid, bonjour. Hamid Belkacem. Bonjour Amel, bonjour à tous. Comment ça va? Oui, bien. C'est une journée qui est très importante pour vous, défenseurs de la nature. Très importante parce que c'est le capital. Celui de nos enfants, qu'est-ce qu'on va leur laisser? Le pétrole va partir, le gaz aussi, et la nature sera toujours là. Donc, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre, c'est une valeur très sûre. Il va falloir qu'on leur laisse quelque chose. Pour leur laisser quelque chose, il faut en parler, il faut taper sur la table de temps en temps, il faut trier, il faut ce qu'il faut pour préserver ce capital aux générations futures. C'est très important. C'est une denrée qui se raréfie. L'eau, donc c'est une ressource hydrique en voie presque de disparition. On a un pays qui connaît un stress hydrique récurrent. On est un pays semi-aride, mais qui se dirige vers l'aridité. J'allais dire, changement climatique oblige. Et donc, on va faire très attention. On doit faire très attention. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on va parler des zones humides. Et surtout, vous avez comme invité Madame Ilham Kabouya, une grande dame. Bonjour, bienvenue. On a le plaisir de vous retrouver pour une deuxième fois. Vous étiez venu il y a quelque temps sur notre plateau. Justement, vous vous intéressez de très près aux zones humides, n'est-ce pas? Et vous connaissez toutes ces espèces et surtout ces sites qui sont classés Ramsar. Tout à fait. Ramsar et d'autres. Et d'autres, oui, qui ne sont pas encore. Oui, 2000, en fait,
souvent, on va en parler pour dire que la zone humide, c'est pas juste ce petit étang, cette étendue d'eau, mais c'est surtout un complexe tout autour, et c'est ça qui est très important, c'est l'interaction de ce plan d'eau avec ce biotope, n'est-ce pas, Madame Kabila ? Et cette dynamique des populations, surtout. Tout à fait. Effectivement, les zones humides, c'est des êtres vivants d'abord, et c'est l'eau surtout, et l'eau, c'est la vie, c'est un élément essentiel à notre existence. Oui. Donc nous avons absolument besoin, et nous devons absolument essayer de protéger ces zones humides et conserver tout ce qu'on peut conserver comme biodiversité pour garder cette vie. La journée mondiale des zones humides, donc, qui est fêtée tous les 2 février de chaque année, en commémoration à la signature donc de ce traité intergouvernemental qui s'est fait en 1971, le 2 février 1971 dans la ville de Ramsar en Iran, donc il porte le nom de cette ville, et auquel l'Algérie a adhéré dès 1982. Donc si l'Algérie a adhéré dès 1982, c'est parce que nos politiques étaient convaincus qu'il fallait absolument adhérer à cette convention pour pouvoir préserver un petit peu nos zones humides. L'Algérie, au dernier recensement, donc de 2015, nous avons recensé 2375 zones humides. 2375 zones humides. C'est beaucoup, hein. Oui, et dont 319 sont d'origine artificielle. Donc c'est barrages, retenues collinaires, tout le reste, donc elles sont d'origine naturelle. On a des chottes, on a des deltas, alors l'Algérie, on a les oasis. Comme c'est déjà un pays-continent avec différents écosystèmes, alors là on a une panoplie de typologies vraiment énorme, des sépras, des chottes, des lacs, des oueds, alors des marais. C'est vrai que vraiment... en plus, on a rajouté donc les artificiels. Exactement. Voilà, des retenues d'eau artificielles. Mais je pense ce qui est très important à signaler, Madame Kabouya, si vous permettez, c'est aussi la diversité des territoires. Vous avez des zones humides sur le littoral, sur les hauts plateaux, mais y compris en plein sud. Lorsqu'on va à Tamanrasset, il y a des zones humides en plein massif du Hougar. Exactement, et qui sont classés. Voilà. À Janet, par exemple, le lac Ihrir est plus célèbre et magnifique quand on voit cette typographie, cette nature aussi luxuriante qui s'y trouve. On se dit vraiment en plein sud, c'est très difficile d'y croire et de voir ça. Oui. En tout cas, sur les 2375 zones humides, 50 sont déjà classés d'importance internationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des sites qui sont très importants, où il y a une biodiversité très riche, importante, remarquable, notamment l'avifaune. Parce que beaucoup de sites ont été classés par rapport à leur richesse aviphonistique. Et c'est là où intervient vraiment les missions et le travail de la Direction générale des forêts, parce que nous, on intervient sur ces zones humides par rapport à la biodiversité, et non pas par rapport à la gestion de l'eau, parce qu'il faut comprendre que au niveau des zones humides, il y a beaucoup de partenaires, beaucoup d'intervenants. Bien sûr, chaque secteur en fonction de ses missions, évidemment. Mais nous devons tous travailler ensemble pour pouvoir les préserver. Je veux juste rapidement l'exemple du lac de Regaïa, par exemple. Je crois que c'est l'actualité. C'est l'actualité. Et puis la zone humide la plus proche de chez nous. En zone urbaine. Exactement. Où il y a un travail colossal qui a été fait, qui continue à être fait. Mais il a fallu que tous les secteurs se tiennent la main et travaillent ensemble pour pouvoir arriver déjà à ce résultat. Aujourd'hui, vous allez au lac de Regaïa. Déjà, les odeurs ont disparu. L'eau commence quand même un petit peu à s'éclaircir. Mais il a fallu que donc il y ait le ministère de l'Intérieur, à travers donc toutes les autorités locales, le ministère des Ressources en eau, l'environnement, le ministère de l'Agriculture, tous ensemble pour pouvoir travailler sur différentes actions. Parce qu'il faut, en fait, ce qu'ils ont fait de bien, c'est qu'ils ont agi sur plusieurs fronts. Celui de l'industrie, Madame Kabouya, la principale source de pollution, c'était les deux zones, Rouiba et El Raya, qui déversaient directement dans le lac. C'est les zones industrielles qui déversent. On en est où sur ce... Alors là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a des usines qui ont été fermées. Il y a des usines carrément fermées. Oui, carrément. Il y a des usines qui ont été mises aux normes. Il y a des usines qui ne déversent plus justement dans l'oued et ils font d'autres... Enfin, il y a d'autres moyens. En tout cas, la STEP, donc... La station d'épuration. Exactement. La station d'épuration
opération où qui a été agrandie pour pouvoir recevoir toutes ces eaux industrielles. Et donc, soit que je dis petite, il y a aussi l'écluse qui a été changée par le ministère des Ressources en eau parce qu'il y a une digue. Vous savez que le lac de Reghaïa, au départ, c'était un marais. Et il y a une digue qui a été construite juste au début du chenal qui arrive à la plage. Et il y avait une écluse qui avait été installée qui devait absolument être ouverte, fermée pour pouvoir... Et cette écluse, pendant très longtemps, n'a pas été ouverte, ce qui fait qu'elle a été complètement... Il n'y avait plus d'échange entre le lac de Reghaïa et la mer. Voilà. Et la première chose, donc, c'est le changement de cette écluse et l'ouverture. Et donc, d'ailleurs, ensuite, ils ont permis à toute cette eau de partir. Donc, les bouts du fond ont été oxygénés. Surtout que... Pour la direction générale des forêts. Ah oui, il y a un énorme travail qui n'est toujours pas terminé, ça continue. Mais aujourd'hui, on commence à voir un petit peu les résultats. Et le souhait de la direction générale des forêts, surtout, c'est de le classer en réserve naturelle. Voilà, réserve naturelle. Il est déjà classé Ramsar, le lac de Reghaïa. Oui, il est déjà classé Mais Ramsar. Il aurait pu perdre justement sa classification si vraiment les choses auraient quand on classe un site sur la liste d'importance internationale, on ne peut plus le déclasser. Mais par contre, s'il y a ce type de problème, nous sommes tenus à le restaurer. D'accord. Et ça coûte très cher, je vous assure. Parce que vraiment, il était dans un état vraiment... Oui, non, c'était désastreux en 2016, 2017, c'était vraiment il fallait intervenir. On ne pouvait plus passer par là-bas, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais l'odeur était vraiment... Très bien. Pas à la plage. Puisque vous en parlez, on va voir justement ce lac de Reghaïa, comment est-ce qu'il est en ce moment même. C'est donc Jazia Bayou qui s'est intéressé à ce lac. On se retrouve juste après. Classée en 2002 comme site d'importance internationale, la zone humide de Reghaïa regorge de richesses. C'est le premier site à l'échelle nationale qui a bénéficié d'un plan de gestion quinquennal qui a pris en considération l'importance du site qui fait partie, ce n'est qu'un écosystème des 5 écosystèmes constituant ce qu'on appelle la réserve naturelle du lac de Reghaïa. C'est une aire protégée d'une importance, d'une très grande importance, elle est unique de son genre. Le site contient plus de 265 espèces. C'est un chemin de migration, bien un site de migration, un plan de passage des oiseaux migrateurs. Ce patrimoine naturel est aujourd'hui l'objet d'une attention particulière. On envisage son classement en tant que réserve naturelle et l'élaboration d'un plan de gestion. Aussi, nous avons un objectif de classer ce site en aire protégée nationale, une réserve naturelle nationale qui permettra de donner plus de protection et plus de, comment dirais-je, des lois qui pourront nous aider à protéger ce site. Malgré son importance écologique, ce site connaît une grande pollution causée par les divers rejets industriels et urbains. Malheureusement, c'est une vérité, qu'on est conscient de cette vérité. Et la Direction générale des forêts, avec le centre synergétique de Reghaïa, nous avons entamé une deuxième phase pour le plan de gestion qui consiste à faire participer tous les secteurs pour la conservation et la réhabilitation de ce site et de sa biodiversité. On a arrêté l'irrigation, maintenant on travaille avec les directions de l'hydraulique pour pouvoir et de l'environnement pour mettre en conformité les industriels par rapport à la loi que chaque industriel doit être muni d'une mini-station d'épuration avant qu'il rejette ses eaux dans la nature. Éventuellement, tout ce qui concerne les collectivités locales, chaque collectivité locale est appelée à réaliser une station d'épuration. Le constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a une pression. Cette pression pour laquelle on doit trouver des solutions, ces solutions, ils doivent se baser sur, y compris la recherche scientifique, c'est-à-dire qui est assurée par les scientifiques, et en même temps par la société civile. La zone côtière humide de Reghaïa dans le littoral est algérois est la seule zone humide proche d'Alger qui ait survécu aux travaux de drainage de l'époque coloniale. Une raison de plus pour sauvegarder ce patrimoine naturel. Voilà, un patrimoine naturel bien sûr à sauvegarder absolument, n'est-ce pas? C'est pas toujours évident quand on est en zone périurbaine, on subit
Il y a les impératifs du développement. Et les impératifs du développement, il faut de l'électricité, il faut du gaz, il faut des lignes de haute tension qu'on voudrait faire passer très rapidement sur des zones préservées. Comment pouvoir... Avant ça, oui. on voulait juste rendre hommage au directeur, l'ancien directeur donc, du parc de Reghaïa et du lac de Reghaïa, qui a fait énorme travail. Il nous a quittés cette année. C'était donc Mohamed Khalifi qui a été directeur pendant de nombreuses années. C'était un scientifique qui s'est battu longtemps pour que ce lac de Reghaïa soit un lac surtout en bon état et avec tout son intérêt. Hein. Il a préservé et on se doit de lui rendre hommage. Tout à fait. On le voit d'ailleurs sur les photos avec ses collègues, toujours soucieux d'un travail collectif pour mieux améliorer, bien sûr, ce lac surtout. Voilà. Il y a eu beaucoup de tentatives. Hein. Moi, je me rappelle qu'il y a une cité qui a fortement avancé, les gens voulaient avoir des logements vus sur le lac de Reghaïa. Et il a dû batailler pour pouvoir arrêter les travaux, les repousser. Oui. Aujourd'hui, la cité existe, mais elle est en dehors du périmètre du lac de Parce que ce sont des zones inondables. Donc, il ne faut surtout pas construire dans ces alentours, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, c'est vrai que cette année, ça a été donc, décrété aussi zone humide et l'eau. Cette année, la thématique choisie par le secrétariat de la Convention cette année, c'est les zones humides et l'eau. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'eau est essentielle, il fallait absolument en parler. Ça fait que chaque année, le secrétariat donc, choisit une thématique en fonction de l'actualité, donc liée un petit peu à ce qui se passe dans l'année. L'année dernière, c'était lié à la biodiversité, l'année d'avant, c'était les changements climatiques. Et cette année, c'est l'eau. Voilà. C'est pas facile de demander à des agriculteurs de ne pas pomper l'eau alors qu'ils voient leur, j'allais dire, champ périclité parce qu'il n'y a pas assez de précipitations. Et ils vont dire, ok, c'est pas parce qu'il y a un oiseau qui nous vient de la lointaine Suède pour aller dans la lointain Kenya. Nous, on a besoin de cette eau et essayer d'expliquer toute l'importance de cette zone humide n'est pas une chose facile. Non, ça c'est des choses qui ne sont pas faciles du tout, mais la Convention et nous-mêmes, nous prenons une gestion rationnelle et non pas ne pas pomper du tout, bien évidemment. Il n'y a pas d'interdiction absolue. Exactement, mais il y a souvent un pompage excessif de l'eau de ces zones humides qui va amener à la disparition de ces zones humides et c'est ce que nous ne souhaitons pas. Donc on essaye toujours, il faudrait toujours essayer de trouver quand même un juste milieu entre le développement et la conservation. Et ça, je peux vous assurer que ce n'est pas le plus facile à faire bien évidemment parce qu'on ne peut pas aller contre le développement bien sûr de l'industrie ou de l'agriculture. Comme par exemple le lac Tonga et le lac Reghaïa, le lac Tonga et Obeira, ce sont donc les lacs qui sont les plus connus, là où beaucoup de scientifiques viennent y travailler et surtout c'est des lacs très connus. Parce que d'abord, c'est les 2 premiers sites qui ont été classés sur la liste d'importance internationale dès 1984. Il y a la route qui passe et ça c'est aussi dangereux pour cet écosystème. Oui, ça peut être dangereux, surtout que c'est une route qui mène vers les frontières où en été il y a quand même beaucoup de va-et-vient, beaucoup de personnes s'arrêtent, donc on visite, on pique-nique. C'est très beau. C'est magnifique, effectivement, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Ça reste un espace fragile. Oui, très. Non, c'est un espace très fragile auquel il faut vraiment faire attention. Malheureusement, le parc national d'El Khala, qui est vraiment un bijou, mais c'est un espace immense, 76 000 hectares, qu'on ne peut pas fermer. Parce qu'il y a 140 000 habitants à peu près, des routes qui le traversent, notamment donc vers la frontière. Donc en été, c'est quand même un passage énorme. Mais oui, bien sûr. Et là, c'est-à-dire que nous essayons de limiter un petit peu le passage uniquement vers ces zones-là, de manière à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de véhicules qui arrivent au niveau de ces lacs. Peut-être on a même construit des digues pour permettre aux visiteurs de venir voir, d'admirer le paysage, les oiseaux, mais qui ne passent pas pour qu'ils n'aillent pas au-delà. C'est pas facile aussi. C'est pas facile. C'est ça toute la difficulté. En fait, il faut beaucoup de diplomatie pour expliquer aux riverains qui ont tout à gagner en essayant de vivre sur place. 140 000 personnes, c'est pas évident. Mais il faut expliquer toujours que la biodiversité a un coût, le développement aussi. On pourrait prendre des exemples. Vous avez sur le même continent, le parc national du Kruger, en Afrique du Sud, il n'y a pas de route. Il y a une piste en terre battue
Et le parc national du Kruger en Afrique du Sud reçoit 2 millions de touristes qui laissent énormément d'argent. Et donc, si on met en avant l'Algérie nouvelle, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants qui ont patrimoine naturel? On se doit de revoir le fonctionnement et à la limite, le plan de gestion du parc national d'Al-Khala, Madame Kabouya. Bien sûr, pour que ces habitants de ces parcs nationaux puissent nous aider à la préservation de ces sites, il faut qu'ils trouvent un intérêt. Bien sûr. Voilà. De la gestion inclusive. Oui. Exactement. Et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire essayer de voir comment trouver des façons pour que vraiment ils soient partie prenante avec nous et qu'ils puissent nous aider à protéger, à conserver un peu toute cette nature remarquable et ne pas la détériorer. D'où tous les efforts aussi consentis par les associations de préservation de la nature, à l'exemple donc de cette association qui a fait donc des sorties pédagogiques pour les jeunes, pour les plus grands. Oui, aussi, les associations, il y a des associations qui sont très bien, qui travaillent énormément pour la préservation des zones humides sur tout le territoire national. Hier, nous en avons choisi 2 qui ont participé avec nous à l'atelier que nous avons organisé à l'occasion du 2 février. Bon, sciemment, nous en avons choisi que 2, c'est pas possible de faire parler tout le monde. Mais il y en a beaucoup qui font dans l'éducation environnementale, qui font donc du ramassage d'ordures, de décharges. Il y en a même qui vont vers des projets beaucoup plus structurants, notamment l'association Vert de Mascara, par exemple, qui va vers le développement d'un écotourisme local. Ça aussi, c'est très intéressant pour nous, pour les marais de la Macta, qui est aussi un site Ramsar. Très bien. Voilà. Le problème aussi qu'il faut absolument souligner chez nous, c'est que souvent les zones humides sont des sites plutôt à l'abandon, on va dire. Mais tellement verdoyants, tellement jolis. Ça donne souvent des dépotoirs, souvent des décharges. Oui, c'est dommage. Et là, oui, bien sûr que c'est dommage. Et là, vraiment, il y a un gros travail à faire pour essayer de faire changer les mentalités et pour que les gens comprennent et les autorités aussi comprennent que c'est des sites qui sont importants, pas uniquement pour la biodiversité, mais pour nous, en tant qu'êtres humains. Non, mais les zones humides peuvent être créatrices d'emplois et de richesses. Et donc, quand on est wali dans une wilaya où il y a un certain nombre de zones humides, il faudrait penser à l'investissement responsable et durable. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est très intéressant de pouvoir en parler. Et on pourrait en parler longuement, mais bien sûr, dans Bonjour d'Algérie, on n'a pas beaucoup de temps. Toute l'émission consacrée à cela. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci de toujours parler si bien donc, de notre belle nature et surtout de notre écosystème algérien. À très bientôt, Madame Kabouya. Je rappelle que vous êtes donc directrice de la protection de la faune et de la flore au niveau de la Direction Générale des Forêts. Hamid Boursem, merci. Merci à vous. La prochaine fois, je pense qu'à la fin du projet du lac Rigaya, on va planter les studios en direct sur la rive gauche du lac Rigaya face à la mer pour voir finalement quand on investit, quand on crie, quand on tape sur la table, ça marche. Tout à fait. Et on n'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans paille. Les pailles. C'est une grande source de pollution, mais bon, cette année est un petit peu spécifique. Il y a une pandémie, donc à l'échelle planétaire, et donc à travers le monde, les pailles sont décriées, mais rendues obligatoires parce qu'on sert des repas à emporter. Et des repas à emporter, il faut la paille. Donc, comment faire entre les deux? Il y a des pailles en papier. Il y a des pailles en papier qui se dégradent aussi plus facilement que les pailles en plastique. Mais on utilise beaucoup d'eau pour faire. On va pas en parler le jour. On en parlera un jour. Voilà, un autre jour. Merci beaucoup, Hamida. Mercredi prochain. Eh bien, on vous souhaite une bonne journée. On continue. Notre émission vient tout juste de commencer. Vous connaissez donc la nouvelle rubrique. C'est la rubrique Il était une fois Bonjour d'Algérie. Tous les invités qui étaient passés dans Bonjour d'Algérie. Un extrait cette fois-ci. On va aller du côté d'Al-Qaïder, cette ville qui a pris le nom d'El-Amir Abdelkader. Ça se passe aux États-Unis et on a eu donc l'interview donc du maire de cette ville qui parle justement de cet État dans l'État de l'Iowa. Regardez. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. A bit about the community of El-Qader in the United States. Okay. Basically, it was established in 1846. Okay, établi en 1846. 46, ouais. This was the time when Abd al-Qadir was doing his fighting for freedom here in Algeria.
En même temps que l'émir était en train de se battre pour la liberté. Oui. And there was newspapers writing articles about his success here. Il y avait des journaux qui écrivaient des articles, donc c'est comme ça qu'ils ont su. And one of the town fathers, Timothy Davis, became a big admirer of his at the time due to those articles. Et un des fondateurs de la ville, Timothy Davis, a été très impressionné par ces articles et a décidé de nommer la ville avec ce nom. Voilà. Well, he was given the task of naming the city, and because he was a great admirer, he decided to call it Abdelkader, but abbreviated to El-Kader. Alors, le nom d'origine était Abdelkader, mais ils l'ont raccourci à El-Kader. Et voici la façon que la ville a été nommée. Voilà, baptisée Al-Qaïda. Et puis aujourd'hui, il y a même une aile d'un musée qui parle de l'Algérie, où on parle énormément de notre pays. And today there's a part of a museum in the town that talks about Algeria. We have 3 different areas that are dedicated to him. Il y a 3 parties qui sont dédiées à cette personne. In one museum, we have a room called the Algerian Room. Et dans le musée, il y a une salle qui est nommée la salle de l'Algérie. And in the city hall, we have a area also for Abdelkader. Et dans le bâtiment de l'administration de la ville, il y a aussi une salle qui est nommée pour lui aussi. Okay. And we have a park named the Mascara Park, which has actually 2 twin poles, but one of the peace poles, I'm sorry, and one of the peace poles has an identical one to one in Mascara. Et il y a aussi une partie du parc où il y a des poteaux de paix qui sont emplacés, et il y a un autre qui est sa jumelle qui est à Mascara. Sur le plateau, eh bien, nous allons continuer à parler de l'Amir Abdelkader et bien sûr avec Zohor Boutal. Bonjour Zohor. Bonjour. Vous êtes donc la secrétaire générale de la Fondation l'Amir Abdelkader. Absolument, à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous parlez tellement bien de toute cette partie de notre histoire et surtout ce grand monsieur qui était l'Amir Abdelkader. D'ailleurs, vous étiez là pour nous envoyer toute cette délégation qui était venue en Algérie. Absolument. Pour revenir sur les traces de l'Amir Abdelkader à Mascara notamment, et bien toutes ces villes qui ont marqué son passage. Absolument, oui. Là, je salue, je vous remercie d'abord pour l'invitation, et je salue nos amis d'El-Kader, donc Kettigart, le maire. Ça, c'était l'ancien maire qui parlait. Il y a un nouveau qui est aussi très engagé, donc pour l'histoire des 2 pays, parce qu'en fait, ils font un travail exceptionnel aux États-Unis et ils vulgarisent l'histoire parce qu'en fait, ils le connaissent, mais pas assez, les Américains. Ouais. Donc, avec la ville d'El-Kader, il y a énormément de choses qui se font. Jusqu'en 2018, nous étions tous là-bas à Washington, où il y a eu les gens du Congrès, du Sénat, avec notre ambassadeur, M. Bouguera, où on a parlé de l'émir. Bien sûr, on revient toujours sur le droit humanitaire. Et on a parlé vraiment d'une manière magistrale de l'émir Abdelkader, où les grands de ce monde, notamment la fille de Robert Kennedy était présente, donc il y avait énormément de personnalités américaines présentes à cet événement. On enviait sa diplomatie, sa tolérance, cette ouverture avec les autres religions surtout. Absolument, on peut dire que c'était le fondateur du dialogue interreligieux du 19e siècle. Et ça, on ne le dit pas assez, mais l'Algérie devrait en être fière. Exactement. Voilà son esprit combatif, c'est ce qui a retenu l'intérêt de ce monsieur qui a découvert surtout l'image et surtout le parcours de l'Amir Abdelkader pour vouloir baptiser sa ville de son nom. C'est que Timothy Davis a connu l'Amir Abdelkader à travers les écrits. Les écrits, et c'est extraordinaire parce qu'il a dit mais comment un jeune combattant aussi farouche et qui
peut se mettre face à la plus grande armée de l'époque. La plus grande armée de l'époque, justement. Et c'est comme ça qu'il a donc nommé El-Qaïder, vraiment en hommage à l'émir Abdelkader. Mais vous savez, aux États-Unis, il n'y a pas une ville qui porte un nom d'un grand musulman ou d'un arabe. Non, le seul, c'est l'émir Abdelkader. Donc c'est l'Algérie qui est portée avec l'émir Abdelkader. Voilà. Et c'est ce que vous faites si bien à travers votre fondation, c'est de faire connaître justement la personnalité de l'émir un petit peu partout dans le monde, à travers bien sûr son vécu, à travers toutes les actions qu'il a menées, bien sûr avant sa mort, et surtout vous êtes là pour rendre hommage à ce grand monsieur. On essaye de vulgariser l'histoire. Il faudrait que, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'a pas, les jeunes de maintenant ne le lisent pas comme avant. Donc parler de l'émir, vulgariser cette histoire pour que ça soit à la portée de tout le monde. C'est ça. Donc parler. Par moments, j'ai l'impression de me répéter, mais je crois que ce n'est jamais assez. Tout à fait. Il y a un conseil scientifique justement au sein de la Fondation qui travaille quotidiennement pour essayer donc de vulgariser au maximum, que ce soit à travers des revues, que ce soit des conférences, des films, pourquoi pas, bien sûr, des expositions aussi. Des expositions, bien sûr. On ne s'est pas arrêté, c'est-à-dire que la Fondation, depuis sa naissance, en 1991, ne s'est jamais arrêtée. Là, on fait de la résistance, on ne s'arrête pas. On rend hommage à votre papa aussi, oui, absolument, tout à fait. Et donc, on ne s'arrête pas. Et on se dit, mais il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, le 4 février, on a un peu raté le 27 novembre. Je me suis dit, le 4 février, et merci de nous avoir invités pour parler donc de la Moubaya'a qui s'est faite à Jamaa Sidi Hassan. Et cette Moubaya'a, parce qu'on dit souvent, prêter allégeance. Moi, ça ne va pas pour moi avec la bay'a, parce que la bay'a de l'émir, c'était un pacte avec Dieu. Donc, c'était un pacte avec son pays, un pacte avec ses citoyens. Donc, ce n'était pas l'allégeance d'un royaume, mais c'était l'allégeance avec vraiment Dieu pour le djihad fi sabilillah. C'était ça, la Moubaya'a donc de l'émir Abdelkader qui s'est faite le 4 février parce qu'il y avait la première et la deuxième. Et la Amma. Donc la Khassa où il y avait tous les tribus, tous les chouyours, toutes les personnalités donc de l'époque qui se sont alliés, qui se sont alliés à l'émir Abdelkader bien sûr, notamment même des ennemis à lui qui l'ont trahi par la suite. Je ne veux pas évoquer des noms, mais il y a eu la Amma qui s'est faite avec donc toute la population où l'émir Abdelkader a fait son discours et il a appelé à la guerre sainte. Donc voilà Il avait invité en fait de nombreuses tribus donc à venir se rallier à lui pour la bonne cause, c'est-à-dire retrouver une liberté, retrouver son indépendance et surtout combattre l'ennemi. Combattre l'ennemi, tourner la page, parce que quand on part du fondateur de l'État moderne algérien, nous étions sous la régence d'Alger. Donc on a tourné la page avec la régence, mais c'est vraiment la création d'un État. La création avec ses consuls, avec son éducation, sa santé, tous les ministères voulus. Donc c'était un État vraiment moderne. C'était un État moderne, il frappait sa monnaie. Donc il y avait la monnaie algérienne, la monnaie de l'émir Abdelkader. Il y avait le drapeau de l'émir Abdelkader. Donc le premier drapeau de l'Algérie, si on va dans l'histoire, ça a été le drapeau de l'émir Abdelkader. On voit dans ce drapeau une khamsa, mais ça ne veut pas dire la main de Fatma, comme on le dit un peu vulgairement, mais c'était Yad Allah fawqa aydihim. Donc c'était vraiment la symbolique de l'islam qui était en force. Par-dessus tout. Voilà. C'était vraiment, c'était ça le plus important. Et surtout cet État itinérant qui se déplaçait en grand nombre d'ailleurs. Oui. Il y a toute une stratégie derrière cette smala qu'on peut appeler Zmel Emir Abdelkader et qui était finalement quelque chose d'extraordinaire. J'appelle un peu donc les écoles, les lycées d'aller voir cette maquette qui se trouve donc au ministère, au musée du Moudjahid et au musée de l'armée. Elle est très très bien faite et c'est important de voir comment cette stratégie militaire aussi, et tout se déplaçait. Il y avait l'école, il y avait la santé, il y avait tout. Et c'est extraordinaire. Cette justement stratégie militaire a été longuement jalousée et qui est
qui a été aussi étudié par des écoles militaires également. Jusqu'à l'heure actuelle, le règlement militaire de l'émir Abdelkader est étudié donc, dans nos académies militaires. Donc voilà, c'est-à-dire que l'émir Abdelkader reste la grande école, reste la grande université. Vous savez, il y a eu polémique ces derniers temps, mais moi je ne retiens pas la polémique qu'il y a eu, mais je retiens nos amis français qui ont été justement, qui ont parlé de l'émir Abdelkader, qui ont reconnu les crimes contre l'humanité. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, je peux saluer ces personnes qui, finalement, ont eu le courage de dire oui. C'était des Algériens militants aussi pour la cause algérienne qui ont aussi pris position avec l'Algérie, qui était, bien sûr, au devant de la scène pour pouvoir dire les choses et dénoncer ces exactions qui se passaient en Algérie et surtout ces crimes contre l'humanité qui se passait dans notre pays. Alors, qu'avez-vous fait justement pour célébrer cette journée, cette deuxième Moubaya'a pour donc demain? Écoutez, on ne peut rien faire, hein, ce petit problème, ce grand problème qui est la Covid. Mais moi, en venant chez vous aujourd'hui, je voulais juste faire un petit appel pour parler de la deuxième Moubaya'a de l'émir Abdelkader qui appelait à la guerre sainte, qui était là, que l'émir Abdelkader a été la fierté nationale, que nous le revendiquons, c'est le nôtre, même s'il reste universel. Voilà, donc parler aujourd'hui de la première Moubaya'a qui a eu lieu le 27 novembre, où elle s'est faite donc sous un frêne. C'est ce qu'on voit là, cette belle mosaïque. Absolument, qui s'est faite donc sous un frêne, à l'image de Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, tout était étudié selon les principes de l'islam. Donc, la symbolique de l'arbre est très importante donc, en islam. Hein. C'est la symbolique de Dieu, c'est la symbolique. Donc, c'est-à-dire, je resterai des heures un peu à expliquer, et c'est très fort comme message. Il y a très souvent des pèlerinages que vous organisez hein, pour sensibiliser, pour appeler aussi à tous ceux qui s'intéressent à notre histoire à aller de plus près, vivre ces moments forts aussi dans certaines régions. Absolument, mais il y a pas assez, parce que finalement j'appelle toujours nos dirigeants, le ministère de la Culture, pour protéger justement le patrimoine qui est un peu à l'abandon. Je parle de Tiaret, donc de Tekdem, je parle de Zmelt Emir Abdelkader Ataghin, où on doit faire des choses, on doit pour protéger ces sites, parce que non seulement, par exemple, à Tekdem, Miliana, c'est quand même plus ou moins... Je salue les amis de l'association de Miliana, comme l'association de médias qui font un travail fabuleux. Mais effectivement, du côté de Tiaret, où j'ai été, j'étais vraiment très mal en voyant ça. Donc, il y a un travail à faire. On ne doit pas s'arrêter justement pour un peu réveiller les consciences, pour un petit peu pour cette génération montante hein, et les générations qui vont venir après nous. À la cavalerie donc, de l'émir Abdelkader, notamment. Quand vous parlez de Tiaret, ça me rappelle aussi ces jumenteries qui pourraient aussi profiter de cette manne aussi très intéressante, donc patrimoniale aussi. Hein. Oui, quand on parle du patrimoine, c'est vrai que moi j'ai rencontré sur place pas mal de personnes qui aiment l'histoire et qui sont dans la protection du patrimoine. Ils me disent, mais on ne fait pas assez, on devrait vraiment donner un bon coup pour vraiment protéger on pourrait parler du cheval barbe qui a fait la fierté donc, de la cavalerie de l'émir Abdelkader. Il y a eu un grand livre hein, sur l'émir, il a écrit, il a eu 7 chevaux. Hein, et d'ailleurs, il le dit, il n'y a que mon cheval qui ne m'a pas trahi. Exactement. À la fin de son combat, il a dit, il n'y a que toi qui ne m'as pas trahi. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu énormément de trahisons, il y a eu énormément de choses dans l'histoire de l'émir Abdelkader. Exactement, et on continuera à l'évoquer grâce à vous et grâce à la fondation l'émir Abdelkader. Merci beaucoup. Merci à Madame vous. Boutaleb d'être venue. Merci de nous avoir invités. Et j'espère à d'autres rencontres. Inch'Allah, très prochainement j'espère. Eh bien on continue, cette fois-ci on vous emmène donc du côté donc de Dar al-Hassana. C'est une association qui a créé justement une maison pour accueillir les familles des malades atteints donc, de cancer. Donc c'est un reportage signé Lamia Bedbouda. Hassana les Marda Saratan est un espace d'accueil et d'hébergement pour les enfants cancéreux et leurs proches vivant loin de leur centre de traitement.
Réalisé grâce aux dons d'un bienfaiteur anonyme et implanté à El Hamiz, celui qui veille au grain sur ce projet humanitaire est Ammar Telmani. Alhamdoulilah, on est de jeunes bénévoles. On a eu cette idée pour aider les malades et amoindrir leurs souffrances et leurs dépenses. Vous savez, les frais des soins sont assez conséquents. À cela s'ajoutent l'hôtel et les repas. Notre but, c'est d'offrir un meilleur hébergement pour ces familles et amoindrir leurs souffrances. On remercie tous les donateurs. Dar al-Hassana reçoit beaucoup de dons alimentaires et des produits de première nécessité, et ce en vue d'héberger et contribuer ainsi à réduire les frais collatéraux des traitements et des déplacements des familles. La maison n'accepte pas les dons en espèces. Tout est noté sur ce carnet pour les futures collectes de dons. Alhamdoulilah, on reçoit plein de dons et d'appels de bienfaiteurs. Nous, on essaye de bien gérer ces dons. On note tout sur un carnet. On a une liste de donateurs qu'on appelle à chaque fois qu'on a besoin d'aide. On ne peut tout recevoir à la fois. Les légumes et les viandes, c'est des denrées périssables, donc on s'organise pour que ces offrandes arrivent à leur destinataire. On ne reçoit pas d'argent, on préfère recevoir des aides et du bénévolat pour la garde des malades. Nous avons rencontré Imen et sa maman qui nous viennent de Guelma. Elles témoignent de l'aide et de l'assistance trouvées dans cette maison. Ici, on a vraiment amoindri nos souffrances matérielles. Je tiens à préciser qu'on a trouvé un soutien moral. Ma fille est très à l'aise ici et elle s'est très bien adaptée, alhamdoulilah. L'association compte sur un capital humain bénévole, comme c'est le cas pour cette psychologue. Je suis médecin psychologue, je travaille à Al-Harrach. Je suis bénévole car j'ai vécu la même situation. Ma mère est cancéreuse et je connais très bien les souffrances des familles que j'essaye d'aider. D'autres jeunes bénévoles participent à la tâche, comme la garde des malades et veiller à leur confort. Rami, jeune chômeur d'El Hamiz, donne de son temps à ses passions. D'abord, c'est une satisfaction personnelle et quand je fais du bénévolat, je me sens mieux dans ma peau. Dar al-Hassana, les Marda Saratan, est spécialisée dans l'accueil des enfants cancéreux, mais l'exception est faite à cette dame malade et son famille qui vient de Boussaada. J'ai trouvé leur contact sur Internet. Je les ai appelés en disant que je vivais seule à Boussaada, sans famille et sans ressources et que j'étais très malade. Ils m'ont très bien pris en charge et ce, malgré qu'ils prennent en charge uniquement les enfants cancéreux. Dar al-Hassana les Marda Saratan est un modèle de générosité à perpétuer dans d'autres localités. Voilà, c'est donc un centre qui, en tout cas, prend en charge ces personnes et surtout les enfants donc atteints de cancer. Talboulhom Shifa, Inch'Allah. Et puis, on rappelle aussi que l'association Le Bedr, qui se bat quotidiennement pour améliorer aussi la vie, surtout donc des cancéreux, prendre en charge aussi. Ils ont aussi ce premier centre d'oncologie pédiatrique en Algérie. On a eu le plaisir de les recevoir plusieurs fois. Ils sont venus donc parler donc de ce centre qui est aussi indispensable pour prendre en charge les familles donc atteintes donc, de cancer. Nous allons parler justement de cette journée mondiale de lutte contre le cancer avec notre invité. Il s'agit donc de Madame Esma Qalboura. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Vous êtes professeur en oncologie médicale, Tétékou, spécialisée en Tétékou. Oui, c'est ça. Vous allez nous en parler d'ailleurs. On a choisi cette pathologie pour mieux comprendre les choses. Aujourd'hui, on n'est pas seul non plus. Aïda nous a rejoint. Bonjour Aïda. Bonjour Amel. Dans sa rubrique psychologie, aujourd'hui, vous allez nous parler justement de la prise en charge psychologique donc de ces personnes atteintes de cancer. C'est cela? Tout à fait. Voilà, c'est un sujet très difficile à aborder, c'est un sujet aussi très difficile à expliquer aux patients.
Mais de toute façon, c'est ça la finesse du mot. Comment on peut vraiment trouver les ressources, comment vraiment accompagner, comment vraiment choisir. Oui. Peut-être que ce n'est pas forcément un cadre thérapeutique qui s'installe, mais voilà une parole, un professionnel qui saura le faire. Voilà. Je crois que ça reste toujours utile pour accompagner ces patients. Tout à fait. Et vous allez nous l'expliquer dans un moment. Alors, avec nous, professeur, vous êtes là pour nous parler, bien sûr, de ces différentes pathologies. On a eu plusieurs fois le plaisir de vous recevoir pour parler donc de votre travail au quotidien. Aujourd'hui, vous nous parlez des cancers assez peu connu, peu médiatisé, celui donc de la tête et du cou, à ne pas confondre surtout avec les tumeurs, vous m'avez dit, cérébrales. C'est ça, voilà. En fait, pour définir un peu les cancers de la tête et du cou, c'est les cancers de la face et des sinus maxillaires. Voilà. Et ORL. Voilà, c'est les cancers ORL, les cancers des voies aérodigestives supérieures. Donc, c'est tout ce qui touche le nez, la bouche, le pharynx et le larynx. Voilà. En dehors des tumeurs cérébrales et en dehors des tumeurs des yeux. Voilà, pour être beaucoup plus clair. Plus clair, voilà. Alors, comment doit-on justement être alerté? À quel moment voilà, avoir ces symptômes qui peuvent nous dire, voilà, il y a un problème? Alors, effectivement, on parle souvent du sein, du poumon, des cancers colorectaux, mais peu des cancers ORL. Pourquoi? Parce que, bon, sur le plan de l'incidence, il touche quand même 700 000, on a à peu près 700 000 nouveaux cas par année dans le monde. En Algérie, il se situe au 7e rang, donc il vient bien après les pathologies citées, les plus fréquents. Par contre, ce sont des cancers qui restent curables à condition qu'ils soient diagnostiqués précocement. Donc, il n'existe pas de dépistage proprement dit, parce que par définition, le dépistage, c'est d'aller chercher des symptômes de cancer chez des sujets qui sont apparemment sains. Donc là, on ne peut pas le faire dans les cancers ORL. Par contre, on peut faire un diagnostic précoce, donc éviter les traitements mutilants et surtout améliorer la survie. D'accord. Donc les signes dont vous voulez parler, c'est par exemple un aphte qui persiste plus de 3 semaines. C'est une boule dans le cou. En fait, c'est un ganglion, mais on peut dire comme ça, grossièrement... Excroissance ou carrément un nodule, une boule dans le cou. Il peut s'agir de déglutition. Voilà, il peut s'agir de la déglutition. Il peut s'agir aussi d'un changement de la voix, une raucité de la voix. Donc, ces signes qui persistent de 3 semaines devraient pousser le avoir parfois de l'équilibre, parfois de l'hémilangue, beaucoup de signes, mais en tout cas, tous les signes qui persistent plus de 3 semaines incitent le patient à aller consulter. Vous avez donc rassemblé tout cela dans un livre que vous avez appelé donc cancer du nasopharynx, une approche algérienne. Oui, tout à fait. Toute une étude que vous avez consacrée à ça. Nous avons fait donc, c'était un sujet de thèse qui est algéro-algérien. Donc nous avons, sachant que ces cancers sont diagnostiqués, on va dire dans 70% des cas à des stades avancés ou localement avancés, 30% de métastatique. Donc on s'est intéressé et on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas des facteurs pronostiques que nous ne connaissons, ne connaissons pas. Donc il y a eu des études à l'Occident sur les cancers tête et cou, mais il faut savoir que le cancer du rhinopharynx, du cavum ou du nasopharynx, c'est un cancer qui est spécifique au Maghreb et au sud-est asiatique, parce qu'il est différent des autres cancers de la tête et du cou. Donc on s'est dit, peut-être qu'il y a d'autres facteurs qu'on devrait aller chercher pour améliorer justement le pronostic. Et effectivement, on a trouvé un facteur qui non seulement a une valeur pronostique, c'est-à-dire la réponse au traitement, la survie, mais aussi un potentiel thérapeutique.
Très bien. Voilà. Tout ce qui est, ça touche peut-être le Maghreb, c'est ça? C'est l'alimentation, probablement? Alors, voilà. Il est particulier, pourquoi? Vous faites bien de poser la question, parce que tous les autres cancers ORL ont un facteur de risque commun, qui est le tabagisme et l'alcool. Ouais. On est en train de voir d'ailleurs la vidéo que vous nous avez ramenée aussi pour parler justement... Oui, c'est une campagne de sensibilisation. Que vous avez menée qu'on a menée il y a une année et que nous menons, en fait, on la renouvelle parce que le mois de juillet est dédié au cancer de la tête et du cou. Voilà. Donc, le nasopharynx, pour revenir au nasopharynx, il n'est pas lié à l'alcool ni au tabac, mais il est lié à l'alimentation et à un virus. L'alimentation, c'est forcément les épices, les nitrosamines, les condiments, donc tout ce qui est marqad, tout ce qui est salaison, fumaison, le qadid ou le khli', et aussi on a le beurre rance, smen. Et l'harissa traditionnelle. Traditionnelle, pourquoi? C'est la façon de faire cette harissa et de la conserver, pas industrielle. Ça fait peur. Hein, voilà, il y a des matières qui sont cancérogènes qu'on appelle les nitrosamines. Et cette façon de conserver ces aliments, elle favorise en fait le développement de nitrosamines. Chez les enfants, contrairement au sud-est asiatique, on ne voit pas de cas chez les enfants. Chez nous, on en voit de moins en moins, il faut le dire, avec la réfrigération, la congélation, mais ça existe encore parce qu'on introduit très tôt l'alimentation épicée dès le jeune âge. Chez les enfants. Voilà. Donc il faut faire attention. Très attention. Alors justement, qu'en est-il aujourd'hui de la prise en charge psychologique donc des malades? Quand vous nous avez dit que vous en avez 4 en principe, donc prise en charge. C'est un terrain de stage aussi. Le CPNC est un terrain de stage. Vous avez plusieurs psychologues qui sont là. Qui font leur mémoire, qui font parfois même leur doctorat. Justement, ça tombe très bien avec les cancers ORL parce que je vous ai dit, quand ils sont diagnostiqués tardivement, la chirurgie est très mutilante. Donc on perd la voix, on perd parfois un maxillaire. Donc sur le plan esthétique, c'est très lourd. Et donc forcément, un suivi psychologique, nutritionnel, fait partie intégrante de la prise en charge. Bien sûr. Donc nous avons une consultation d'oncopsychologie. Alors, il faut savoir que tous les patients ne sont pas pour cette consultation. Elle n'est pas systématique. Elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire non plus, parce que c'est le patient qui choisit. Mais souvent, donc, nos psychologues passent et les prennent en charge. Et les médecins n'ont pas forcément ce rôle premier, mais finalement, vous avez un module au niveau donc, de votre cursus pour justement parler de cette prise en charge. De psychiatrie. Oui. Mais quand on est bien sûr externe, mais effectivement, dans la formation d'oncologie médicale, nous avons un cours fait par des psychologues donc, sur l'oncopsychologie. Voilà, et d'ailleurs, un des axes du plan cancer est dédié à cette oncopsychologie. Voilà, et Aïda le connaît bien. Hein. Cet axe, justement, pour prendre en charge les patients, c'est très difficile, c'est quelquefois choquant pour la personne d'apprendre qu'elle va devoir se battre et devoir se battre contre, justement, la mort. Hein. Moi, je dirais que, voilà, vivre l'avant et l'après l'annonce, parce que vous savez, ça c'est un événement qui change, qui bouleverse la vie de toute une famille. Toute une famille. C'est l'épreuve à vivre, et voilà qu'aujourd'hui, même si on dit... On fait abstraction, même si, voilà, on ne va pas lire théorie, les livres, accompagner tout ça. Il y a quelque chose qu'on le vit quotidiennement, au quotidien, dans ces histoires de famille qui viennent nous raconter comment ces jeunes, ils ont rebondi après des expériences, comment ces personnes se reconstruisent. Voilà comment ils peuvent donner du sens. Hein, vous savez, cette formule combat, chacun va la vivre différemment, suivant son histoire, suivant son âge, suivant ses réactions. Et aujourd'hui, ce que je pourrais ajouter par rapport à ce qui est installé, voilà, dans l'accompagnement de ces patients, c'est que probablement les professionnels de l'aide et le soin, mais voilà, je dirais tout ce transfert, ce bon transfert avec ces professionnels de la blouse blanche qui peuvent accompagner ces patients, peuvent lire de près comment ces personnes peuvent le vivre. Donc, pas forcément un psychologue comme ça formé dans l'accompagnement, mais voilà que le thérapeute, comment le soignant peut lire ces comportements là où ils peuvent le vivre comme quelque chose de perte, quand même, comme quelque chose qui peut menacer
leur existence. Elle nous parle d'une partie extrêmement importante. Voilà l'image du corps. Vous savez que la mutilation, tout ça, ça touche une identité de l'intérieur et ça bouleverse une vie de l'intérieur. On aura ceux qui vont faire le déni, le faire semblant, l'évitement. C'est une manière aussi de se protéger, d'éviter ce face-à-face avec la détresse. Il y en a d'autres, bien sûr, qui vont sombrer directement avec un sentiment de détresse, avec des angoisses, là où ça bouleverse complètement une dévalorisation complète dans leur structure. Et je dirais que voilà, c'est entre les deux, on va trouver les gens qui sauront, ils vont vivre la menace. Donc ce n'est pas la perte, ce n'est pas une manière de redynamiser leur vie, parce que vous savez, un symptôme comme ça dans la vie d'une femme ou d'un homme, ça change et puis ça fait des déclic. Ils vont apprécier la vie d'une manière différente, ils vont choisir les priorités dans leur vie, ils vont rebondir d'une manière différente. Mais il y en a d'autres qui sont menacés à l'intérieur, voilà, entre les deux barres, on va retrouver... Et comment justement vivre après la maladie, c'est tout un chapitre aussi. Regardez Aïda, on va suivre ensemble justement notre journaliste Leïla Benaïcha qui s'est intéressée au sujet justement de la prise en charge psychologique. Elle a rencontré pour nous donc des patients et surtout donc la personne qui va répondre tout comme vous à cette problématique. Regardez. Le cancer, une pathologie redoutable. L'annonce de la maladie constitue un choc tant pour les malades que pour leurs proches. C'est pourquoi les spécialistes recommandent une prise en charge psychologique des cancéreux pouvant alléger leur souffrance. La première des choses, il faut bien choisir les mots, l'endroit et aussi la façon et la manière comment dire au patient. Il faut d'abord qu'il soit accompagné par un parent ou bien quelqu'un de sage ou quelqu'un avec lui, parce que déjà le fait d'annoncer le diagnostic un cancer, qui dit cancer dit la mort, qui dit cancer dit la souffrance, qui dit cancer dit un chemin très long des soins. Le fait de lui dire que monsieur, vous avez un cancer, on ne peut pas lui dire comme ça. Il faut bien choisir les mots. Il faut bien choisir la façon, il faut aller vers le patient, il faut le préparer psychologiquement, il faut être, comment dirais-je, trouver une certaine empathie avec la personne. Et en plus, lui, il va comprendre tout simplement qu'il a un cancer, parce que la réaction, parce que les analyses, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a la biopsie, il y a tout. C'est choquant pour lui. Une prise en charge psychologique du cancéreux est une tâche délicate, basée sur l'accompagnement du malade tout au long des étapes de la maladie. Ils sont impliqués directement, psychologues, médecins traitants et son entourage. Notre intervention est indispensable et primordiale, et aussi même le médecin traitant, il peut faire ce travail. Parce que c'est lui qui est très proche de la personne, c'est lui qui la prend en charge, il connaît la personne, il connaît son profil psychologique, il connaît sa façon de voir les choses, la perception de la maladie et tout. S'il trouve des difficultés, il fait appel à nous en tant que psy. Et on intervient. On intervient pourquoi? D'abord pour comprendre, pour aider la personne à surmonter la difficulté, à accepter sa pathologie, pour aider aussi le staff médical à faire son taf et son travail. Et aussi parce qu'il y a des moments où il y a beaucoup de gens qui nous demandent est-ce que je peux, même l'entourage, quelle sera ma réaction avec lui? Que dois-je? Est-ce que est-ce qu'on a la maladie et tout? Oui, chacun de nous peut apporter beaucoup de choses à cette personne. Le cancer ne fait aucune distinction entre femmes, hommes ou enfants. Leur prise en charge psychologique est personnalisée. Chaque patient est un cas à part. Lorsqu'on prend le cancer des seins, il y a l'image du corps, il y a la féminité de la personne, il y a la peur d'être rejeté, soit la famille, soit le mari, soit comme ça. On prépare la personne, il faut qu'on fasse un travail là-dessus, l'estime de soi aussi. Et lorsqu'on parle, par exemple,
chez un enfant, c'est autre chose. Ça diffère, ça dépend les cas, ça dépend la perception de la personne, la maladie. Ce qu'on fait, nous, en tant que psy, d'abord, il faut aider la personne à accepter sa pathologie. Et si la souffrance et la douleur, elle est un petit peu... on utilise des techniques de relaxation ou bien l'hypnose ericksonienne pour aider la personne à surmonter la difficulté ADK, à soulager un petit peu la douleur, à surmonter l'anxiété et le stress avec les icônes un petit peu aigus. Notre rôle, c'est d'aider la personne à verbaliser et extérioriser ce qu'elle ressent. C'est ça le plus important. Afin de réduire les souffrances des cancéreux, améliorer leur qualité de vie ainsi que leur relation avec leur entourage, la prise en charge psychologique est une réelle priorité. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Voilà, on continue donc de parler donc de cette prise en charge psychologique des patients. On l'a vu dans le reportage, beaucoup donc comme vous travaillent avec les différents patients, les médecins aussi qui sont là à expliquer les choses. À expliquer les choses, à accompagner une parole, à soutenir une famille. Aujourd'hui, probablement que j'en profite aussi pour ouvrir cette parenthèse du numéro vert 1111, là on reçoit les détresses multiples de ces femmes. Vous savez, un symptôme, il peut toucher le lien dans le couple, il peut toucher le lien avec les enfants, mais des fois c'est des familles qui explosent. Et probablement qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on était en train de parler de ces femmes fortes qui s'imposent, qui luttent, qui sont là à reconstruire leur image du corps, reconstruire leur objectif de vie. Il y en a d'autres où ils n'ont pas cette chance, là où le fardeau, l'équilibre, des fois dans la dynamique de cette famille explose. Et puis voilà, on peut retrouver des enfants victimes de ces situations, des parents qui n'ont pas les ressources pour pouvoir rebondir. Probablement aussi, il y a un manque de moyens. Cette fatigue aussi, cette fatigue thérapeutique, parce que c'est vraiment, c'est beaucoup de temps à donner et c'est beaucoup aussi de courage à porter cette maladie. C'est pour ça qu'il faut probablement voir avec extension, en dehors du symptôme et de la maladie, tout ce qui peut venir comme ça envelopper. C'est le vécu du malade qui est le plus primordial, cette violence, ce manque de moyens, cette pauvreté, ce contexte-là ambigu, là où ils peuvent se retrouver avec des charlatans, avec des thérapies qui ne sont pas adéquates, avec des formules magiques. Doit-on dire la vérité aux patients, au malade lui-même, ou le dire à ses enfants, par exemple, si c'est une personne qui est en fin de vie, qui a... Vous savez, je crois que c'est ça la finesse du mot. S'il s'agissait d'une parole à dire, les choses auraient été plus planifiées, donc il suffit de dire 1, 2, 3, 4 et puis c'est tout. Mais dans la vérité et dans l'échange des individus, il y a quelque chose qui se dit dans le regard. Il y a un non-dit. Il y a quelque chose vous savez, aimer, on ne peut pas le verbaliser comme ça avec des tirades, des histoires. Il suffit juste de s'inquiéter pourquoi tu n'es pas rentré à l'heure, que ça montre à quel point on peut aimer, on peut s'attacher à une personne. Cette lecture de comportement et cette finesse de pouvoir lire entre les lignes, c'est ça qui nous donne réellement le vrai vécu. Et puis voilà, on va dire, il y a des femmes qui sont des hommes, des familles qui sont plutôt dans l'hystérie, quelque chose qui est vécu sur la table avec des mots, phrases, c'est bien dit. Et puis il y en a d'autres là où ils peuvent le vivre différemment dans le secret. Voilà, dans le secret, nous l'on dit. Et ce que j'ai bien aimé justement et retenu de ce que nous a dit Dr Qarboua, professeur Qarboua, vous dites la thérapie à 3. Chez nous en Algérie, c'est une relation triangulaire. Parce que l'annonce ou même le projet thérapeutique, il ne se fait pas entre le médecin et le patient seul. C'est le médecin et le patient et toujours un membre de la famille, voire plus. Nous les limitons à 1 ou 2 personnes, mais souvent
la famille fait partie intégrante. Et il ne faut pas parler de pourcentage chez nous. Non, alors, quel que soit le niveau intellectuel, après, si le patient lui-même émet le vœu de savoir parce que j'ai un pharmacien, un médecin, quelqu'un qui est au courant, oui, à ce moment-là, on peut dire. Mais sinon, chez nous, il ne faut surtout pas dire, voilà, vous avez 30% de chances de rechuter. C'est traumatisant. Voilà. Ouais. Non, chez nous, dans notre population maghrébine, pas qu'en Algérie, d'ailleurs, on l'avait dit avec nos collègues occidentaux et français, ils reviennent très souvent abîmés, complètement déprimés, parce qu'on leur a dit, même si on leur dit vous avez 50% de chance de guérir, donc ils pensent plus aux 50% de non-guérissants. C'est ça. Donc autant mettre des mots, pourquoi autant choisir ces mots. Choisir ces mots et surtout parler de solutions. Moi, je leur dis, s'il est en récidive, en progression, on a encore des solutions à vous offrir. Donc, on a essayé ce traitement, il n'a pas marché, mais vous pouvez encore recevoir d'autres traitements. Merci beaucoup, professeur Karboual, d'avoir été sur notre plateau. Et on souhaite une bonne santé, shifal, kul mordan, Inch'Allah, à tous ceux qui souffrent en ce moment même d'un cancer, d'être soignés, surtout dans de bonnes conditions et surtout toujours entourés de leurs proches. Merci, Aïda, pour cette belle parole que vous nous offrez à chaque fois, qu'il y a des thèmes à retenir. À très bientôt, à mercredi prochain, Inch'Allah. Et puis, quant à vous, professeur, on vous dit bonne chance et bon courage pour votre travail au quotidien. Dédié à nos patients, ça il faut le savoir. Merci à vous. Voilà. Bonne journée. On rappelle qu'aujourd'hui, c'est donc la journée mondiale de lutte contre le cancer. Et bien sûr, on en parle toujours dans Bonjour d'Algérie. C'est demain plutôt, c'est demain, le 4, c'est cela. Eh bien, on continue de notre émission. Je vous invite juste après cela à retrouver notre amie Nessiba Jaïdir pour la rubrique Mosaïque. De retour sur le plateau, je vous l'ai dit, on terminera l'émission donc avec Nessiba Jaïdir. Dans la rubrique Mosaïque, aujourd'hui, elle nous fera donc découvrir une belle exposition. Bon nombre de jeunes artistes qui exposent, à travers, bien sûr, qui ont été récompensés. Le prix Ali Mahachi. Bonjour Nessiba. Bonjour Amel, bonjour à vous tous. Comment ça va ? Ça va, très bien. Très bien. Donc, vous avez fait une belle découverte, une belle exposition. Absolument. Honneur cette semaine aux lauréates du prix Ali Mahachi du président de la République pour les jeunes créateurs. Oui. Et le prix, je pense que cet événement est à sa 13e ou 14e édition. Wow. Hein. Wow. Donc, les lauréates, elles sont installées à Dar Abdel Taïf en résidence. Artistiques et elles exposent. Donc pour les encourager, une manière de les encourager, c'est organisé par l'Agence algérienne du rayonnement culturel et elles sont à Dar Abdel Taïf depuis samedi dernier, ce samedi. Elles exposent leurs œuvres d'art et parmi les œuvres d'art, les œuvres qui ont été primées. Alors elles sont venues de différentes régions d'Algérie, Tébessa, Betna, Boussaada. Et elles sont passionnées par la peinture. Elles sont exclusivement féminines. Oui, exclusivement féminine, absolument. Bon, une d'entre elles, j'avais eu l'occasion de la rencontrer, faire sa connaissance lors d'une exposition organisée par une association consacrée aux arts plastiques de Khenchla, qui œuvre pour la promotion des jeunes talents. L'exposition, elle avait eu lieu au Palais de la Culture.
Et cette fois-ci, donc, j'ai eu le plaisir de la redécouvrir une nouvelle fois et la rencontrer à Dar Abdel Taïb dans ce lieu d'art et d'histoire. Oui. Elles sont toutes contentes et toutes fières d'exposer. Bien sûr. Et surtout, ça représente tout l'ensemble du territoire national. Absolument. Ça permet aussi à ces artistes d'être bien sûr visibles. Absolument. Et venir exposer ici sur Alger. Justement, en parlant de visibilité, elles n'étaient pas assez visibles justement. Il y a un problème de visibilité parce que ce n'est pas dans toutes les villes qu'il y a des galeries d'art, il y a cette possibilité. Donc il y a des talents cachés dans pas mal de régions. Et ce prix a permis justement de les mettre à l'honneur. Oui, absolument. Le prix Ali Maachi qui a été créé quand même en 2008. Ça ne concerne pas uniquement les arts plastiques. Il y a le théâtre, la danse. On a reçu quelques lauréats d'ailleurs dans la musique, dans le théâtre. Chaque année, il y a un comité qui est installé par le ministère de la Culture et qui est là pour évaluer et sélectionner les œuvres. Donc c'est un concours en fait. Bien Donc sûr. les œuvres sont envoyées un peu de partout, de différentes régions d'Algérie. Donc elles ont eu cette chance d'être primées. Elles ont été primées en décembre dernier, le 10 décembre plus exactement, au Théâtre national algérien, Mahidine Bachtarzi, et ça a donné cette exposition. Elles ont ramené quelques-unes de leurs œuvres d'art et l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel a voulu quelque part les encourager. Et puis elles sont en résidence artistique, Amel. Ça continue. Oui, ça continue. Elles sont en résidence, elles sont là, elles seront présentes à Dar Abdel Taïb durant une semaine. On va leur fournir du matériel, de peinture, et elles pourront aussi peindre et immortaliser quelques bons moments passés. En fait, Dar Abdel Taïb, c'est un pôle culturel. Il y a le musée pas très loin, il y a le jardin d'essai. Elles ne peuvent qu'être inspirées. C'est clair. Et Dar Abdel Taïb a toute une histoire. Il y a de grands noms de la peinture qui sont passés par là, à l'échelle internationale ou nationale, et notamment durant la période coloniale. Les peintres du 19e siècle sont passés par Dar Abdel Taïb. Ils ont peint l'Algérie dans ses traditions, ses ambiances et ses couleurs. Et par la suite, il y a eu d'autres artistes. Bon, elle a été fermée quelque temps pour être restaurée, cette ville-là, qui a toute une histoire. Et il y a eu aussi pas mal d'expositions depuis l'installation de l'agence. Il y a eu quand même pas mal d'expositions. C'est un pôle culturel très important. De résidence. Il y a aussi le Centre des Arts de Riyad El Fat qui n'est pas très loin. Il y a le musée des Moudjahidines, il y a Maqam Chawid. Donc elles auront pas mal d'endroits à découvrir et elles ne peuvent être qu'inspirées. Alors ces 3 lauréates, je n'ai pas donné leur nom là, si vous le permettez. Il s'agit de Nour El Houda Choutla, qui est originaire de Boussaada, qui a décroché le premier prix. S'en est suivi, ensuite, il y a eu Shadia Derbel, qui est native de la région de Tébessa, et elle a eu le 2e prix. Et ensuite, il y a Abla Ben Shaiba, qui est originaire et native de la région de Betna. Donc, chacune d'entre elles a ramené quelques-unes de ses œuvres d'art. Et en plus, il y a l'œuvre primée aussi qui est exposée. Eh bien, on va découvrir tout cela en images. D'accord, à travers votre reportage. On suit le guide Nassiba Djaïdir tout de suite à travers cette belle exposition. Je suis très heureuse d'exposer mes œuvres dans ce site historique et dire que des grands noms de la peinture à l'échelle nationale et internationale sont passés par ici. Pour mon CV et mon parcours, cela ne peut être que bénéfique.
L'œuvre pour laquelle j'ai été primée raconte le combat de la femme africaine dans sa vie quotidienne et son combat pour la liberté et la paix dans le monde. Heureuse de ce sacre parce que c'est une grande motivation pour moi pour continuer la créativité dans le domaine de l'art plastique. tous nos efforts en direction de cette jeune création d'une façon générale. Aujourd'hui, c'est place à la création artistique, à la création plastique. Plus tard, ça sera autre chose. Voilà, donc bienvenue et puis pour mettre en valeur ces jeunes filles qui ont été lauréates de ce Grand Prix. Bien sûr, cette vie-là est importante dans son histoire. D'abord, c'est un monument classé historique, construite en 1715 et puis ensuite dédié aux artistes. Et puis voilà, ces jeunes artistes qui sont maintenant tournés vers l'avenir. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous consacrons tous nos efforts en direction de cette jeune création d'une façon générale. Voilà, de très belles œuvres et puis on voit aussi le travail imaginatif aussi et surtout créatif, comme vous le dites souvent et si bien. Absolument, elles ont l'esprit créatif. Bon, c'est vrai qu'elles travaillent en autodidacte, oui, elles se recherchent encore, bien elles essayent de trouver leur voie. Mais elles sont passionnées par la peinture et puis elles sont les trois universitaires, il y en a deux. Alors, on a pu voir d'ailleurs, que vous avez interviewé. Deuxième prix, Shadia Derbel, elle est mathématicienne, j'ai dit dans mon reportage. Premier prix, Choutla, elle a fait des études de commerce. Et troisième prix, il s'agit de Ablab Ben Shaiba. Et elle a eu le troisième prix. Elle est passée par l'École supérieure des beaux-arts d'Alger et option céramique. Elle s'est spécialisée dans la céramique. Super. Et elle peint, et puis elles sont toutes contentes d'avoir. Et c'est une reconnaissance pour cette fois-ci, pour elles. Ça va les encourager à aller encore de l'avant et de faire d'autres expositions et continuer à
à se rechercher. Tout à fait. Chacune d'entre elles elles ont eu toutes les trois à exposer, à participer à des salons consacrés aux arts plastiques. Ça leur a permis de sillonner un petit peu l'Algérie, d'est en ouest, du nord au sud. Surtout la jeune artiste qui m'a interpellée par ses œuvres aussi. Il s'agit de Nourhouda Choutla. La première? Oui, la première, celle qui a été primée. On a vu l'œuvre. Oui. Les enfants? Non. Alors, c'était l'Afrique au cœur de son travail. Et elle a rendu hommage à la femme africaine dans son combat de tous les jours. Elle lutte contre la ségrégation raciale, pour retrouver contre l'oppression, pour retrouver un petit peu ses droits. Et là, donc, elle a donné libre cours à sa créativité à travers son œuvre d'art, qui est magnifique aussi, celle qui a été primée. Très jolie. Et là où je vous ai dit, il est joli le tableau, le petit garçon. Absolument. Et il y a non, alors là c'est le deuxième prix. Hein, là où on a eu les 4 enfants, et puis là ils étaient là, ils ont mis carrément leurs mains sur leurs oreilles, parce que là c'est un hommage à tous ces enfants, à toutes les victimes. Ça c'est le premier prix. Ouais, alors là oui. Bon, alors je reviendrai sur l'autre prix. Là c'est le premier prix. Hein. Donc il y a toute une symbolique, toute une gestuelle en action. Vous voyez. Il y a toute une symbolique dans cette œuvre d'art. Les femmes, elles rendent hommage à la femme africaine. Il y a un autre tableau, peut-être qu'Hanan elle va nous le montrer dans un petit moment, sont les enfants qui sont bombardés, les enfants victimes de la guerre, que ce soit en Irak ou en Palestine, qui sont victimes. Tous ces enfants du monde qui souffrent un peu partout, et donc elle leur rend hommage, et qui sont victimes de tous ces bombardements, de tous ces raids. Ça, c'est des enfants plutôt heureux, mais on les voit quand ils se tiennent. Juste après, elle va nous le montrer peut-être Hanan dans un petit moment. C'est ça. Voilà, il y a un autre juste après, ça va venir aussi. Là, ce sont des enfants plutôt heureux, joyeux. Voilà. Mais il y en a un autre, elle va peut-être plutôt en souffrance, ou on les voit qui souffrent, mais apeurés. Absolument, on les voit apeurés. Carrément, ils se bouchent les oreilles parce que avec tous les bruits, des raids, des bombardements, on va le voir dans un petit moment. Voilà. Il y a un autre tableau aussi, c'est celui de l'artiste peintre Shadia Derbel. On n'a pas encore vu celui qui a été primé, mais on va le voir dans un petit moment. Et il y a les œuvres de l'artiste de Boussaada, qui est vraiment dans le patrimoine. Hein. Oui. On l'a vu dans le... Je vais guider un petit peu. Ouais. On l'a vu dans dans les natures mortes. Elles sont signées par l'artiste peintre. Portrait et nature morte. Par l'artiste peintre de Betna, de Abla Ben Sheiba. Mais les autres peintures consacrées au patrimoine de Boussaada, elles sont en première ça, c'est le deuxième prix. Alors là, c'est le deuxième prix. Voilà, vous avez remarqué, ils ont mis leurs mains, les enfants se bouchent les oreilles carrément, parce que par les bombardements, elle leur rend hommage. Voilà. L'artiste leur rend hommage. C'est une manière pour elle de leur rendre hommage. Elle a pensé à tous ces enfants qui souffrent, victimes des guerres, bon, elle a rendu hommage aux enfants de la Palestine, mais c'est tous les enfants un peu partout qui souffrent, là où il y a une guerre, donc les enfants qui sont sacrifiés, donc elle l'a ressenti un petit peu, c'est ressenti par rapport à certaines situations. Tout à fait. Alors on va demander à Hanan peut-être de revoir un petit peu les œuvres qui sont en première partie du reportage. Donc on va les voir dans un petit moment. C'est des scènes de genre, des scènes de vie. Elle a retracé, donc c'est un peu le patrimoine culturel de la région de Boussaada que l'artiste met en valeur dans ses œuvres d'art. Voilà. Donc elle a une dizaine d'œuvres qui sont exposées. Ce sont donc des jeunes filles des peintures à l'huile qui ont donc travaillé sur l'huile à travers donc des peintures à l'huile. Ça, c'est des scènes de vie. Voilà, c'est des scènes de vie. Là, c'est signé par l'artiste peintre Choutla, Nourhouda Choutla, qui voulait immortaliser certains signes de vie, une manière pour elle de sauvegarder, de protéger, de préserver le riche patrimoine culturel algérien. Tout à fait. Alors on va voir un autre, peut-être si on a le temps. On a le temps. Et ça, ce qui me permet aussi d'annoncer qu'il y a de nombreuses œuvres de Baya qui sont exposées en ce moment même au niveau donc de la ville Sharika aux Émirats Arabes Unis, et qui retrace un petit peu tout l'ensemble donc de son travail, une belle exposition. C'est une exposition dans quel cadre elle a été organisée? Culturelle, bien sûr. Oui, mais c'est une collection privée. Est-ce que c'est... On ne sait pas. On n'a pas beaucoup d'informations. Voilà. Et bien entendu, une grande artiste à qui on grande artiste Baya Mahidine. Une pensée pour Mahidine qui a marqué son temps et son époque, l'une des pionnières dans la peinture
féminine algérienne. Hein, tout à fait, tout à fait. Il y a un bon parcours, un parcours riche, exactement. Imposant. On termine l'émission d'ailleurs. Merci beaucoup Nassiba pour cette belle exposition. On rappelle que donc elle est toujours en place l'exposition. Oui, elle va durer une semaine et les artistes sont en résidence artistique. Je vous l'avais dit tout à l'heure il y a un petit moment. Elles vont travailler sur des peintures et laisser libre cours à leur. Parfait. Merci beaucoup Nassiba, à la semaine prochaine, bon courage à vous. Et puis on souhaite bon anniversaire à Hakim Wadi et Katia Wadi qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire. Merci à vous tous de nous avoir suivis, excellente matinée à vous tous et puis bonne suite des programmes de Canal Algérie sur Canal Algérie bien sûr. Et à demain bien sûr, vous aurez le plaisir de retrouver Iman Mahrougras à partir donc de la station d'Oran. Quant à moi je vous dis à la semaine prochaine et vendredi. Bien sûr, on n'oublie pas, ça sera dans le Houda Bouzegao à partir donc de la Régie 7. Voilà, au revoir.